Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 13 mai 2025, le président malien, le général Assimi Goïta, prend un décret et dissout tous les partis et associations politiques au Mali. Une décision jugée radicale qui fait grincer les dents chez ses opposants. Mais comment comprendre une telle décision? Quels en sont les tenants et les aboutissants? Quel regard global jeté sur la gouvernance de l'homme qui tient les rênes du Mali depuis 2020? 4 invités avec moi pour en parler. Professeur David Asiba Johnson, vous ne cachez pas votre soutien aux dirigeants de l'AES dont vous approuvez totalement la gouvernance. Mais on en parle en détail dans cette émission. Merci, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mahmoud Kale, vous êtes, vous, docteur en droit privé, chargé d'enseignement à l'université Paris et Nanterre. Vous êtes extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir malien qui, selon vous, a enterré la démocratie. Vous n'avez qu'un seul souhait, que les militaires quittent rapidement le pouvoir. On en parle en détail au cours de cette émission. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Bayara, vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci à vos confrères d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre grand et beau pays, le Mali. Merci de cette invitation. Abdoulaye Iba, vous êtes le président de l'association Intégrer, Développer, Agir, secrétaire général de l'association APSM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali. Vous êtes par ailleurs membre de la société civile malienne. Merci à vous, M. Ba. Merci de m'avoir invité. Notre invitation. Commençons par vous, professeur. Oui. Vous dites comprendre totalement que le président malien, le général Assimi Goïta, ait pris la décision de dissoudre les partis politiques, les associations à caractère politique au Mali. Qu'est-ce qui nourrit chez vous cette approbation, professeur? Le Mali est en situation de crise, et plus exactement en situation de guerre. Lorsqu'on est en situation de guerre, il y a un devoir des partis politiques d'être patriotes d'abord. C'est ainsi que je vois la chose. Nous n'avons pas encore résolu le problème de la stabilité, effectivement, de la sécurité de la nation. Et on sait très bien quelle est l'attitude des partis politiques devant cette situation. C'est de dire que l'on désire aller vers une démocratie, alors que en fait, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème qui se pose, c'est le problème de la refondation. C'est d'abord le problème de la stabilité, en fait, du territoire, n'est-ce pas, d'en finir avec ce qu'on peut appeler les terrorismes, et à partir de ce moment-là, commencer à projeter par la rédaction de nouvelles constitutions qui permettraient effectivement de pouvoir travailler pour revenir dans une situation normale. Pour l'instant, n'est-ce pas, on est dans une situation crisistique. Lorsqu'on est dans une situation crisistique, le devoir des nationaux, c'est d'être patriotes. Et donc la position, en fait, du chef de l'État, à mon sens, se fonde essentiellement pour éviter, en fait, des troubles dont on peut faire l'économie. L'activité politique des partis politiques va à l'encontre de la refondation. Absolument. Il y a plusieurs manières de pouvoir procéder. Vous savez, si vous regardez les partis politiques en Afrique, quelle est leur valeur ajoutée, en toute sincérité? Vous n'en trouvez pas. Très rapidement, vous êtes catégoriquement contre la décision du président malien. Le professeur dit, nous sommes à une phase de refondation du Mali, on peut faire économie des activités politiques, des partis politiques. Mais la refondation ne justifie nullement la dissolution des partis politiques. Au contraire, la présence des partis politiques devrait être une opportunité pour aller vers la refondation. Les partis politiques font des propositions pour qu'on puisse s'en sortir de façon juste et légale. Et à partir du moment où on dissout les partis politiques, on se réserve le droit à la parole. Nul d'autre ne doit parler à part nous. Et pour moi, ça c'est illégal et ce n'est pas juste. Tous les Maliens doivent être inclus dans les décisions qui concernent le Mali. La dissolution des partis politiques est illégale et aucunement justifiable au regard de la constitution malienne qui a été adoptée par cette même transition.
Et c'est ça les problèmes. Moi, je pense que le patriotisme ne rime pas nécessairement avec la voie unique. On ne peut pas être le seul à avoir le monopole de la discussion. Et cette transition va du jour le jour vers le monopole de la parole. Tous ceux qui sont tentés de donner une voix discordante, dissidente, sont réprimés, sont empêchés de parler. Et ce n'est pas comme ça qu'on réfonde un pays. Il faut nécessairement donner la parole à tout le monde pour qu'on puisse faire des propositions justes et profitables pour le Mali. Tiabel Gimbayara, très rapidement, comment comprendre qu'on passe de suspension des activités des partis politiques il y a un an à leur dissolution totale cette année? Qu'est-ce qui a nourri chez le pouvoir malien, selon vous, cette volonté d'en finir totalement avec les partis politiques et autres associations? Merci de cette question. Moi, je ne prends pas la question sous la forme de dissolution des partis politiques. Je crois que dans le contexte malien, dans le cadre malien, ce qui est bien saillant, c'est de penser à un bilan de la gestion des partis ou du mouvement démocratique en quelque sorte. Et ce bilan se fait dans un contexte un peu critique et malheureusement de crise et de déchirement. Et c'est ce que je regrette pour mon pays. Il y a un précédent, parce que toutes les forats qui se sont succédés au Mali, des assises nationales de la refondation, vous savez bien qu'avant cette étape, on est l'un des rares quand même, j'étais l'un des rares à défendre le régime en son temps, l'État en son temps, la continuité, d'éviter à ce qu'on nous expose à une situation de non-retour. Malheureusement, on n'a pas été entendu, on a même été mis en minorité, pris à part, et on en a souffert durement. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait. Quand on s'en prend, ce sont malheureusement les propres enfants, les fils de la démocratie qui ont tué la démocratie, qui se sont pris à la démocratie, qui l'ont renversée et qui l'ont abattu par terre et qui l'ont laissé giflant. Et dans une situation de crise, quand les militaires reviennent au pouvoir dans ces conditions-là, eh bien, il faut d'abord fonder ces décisions par des rencontres. Et s'il n'y a pas de voie démocratique, si la démocratie qui était sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait besoin de quelques mois, de quelques années pire pour finir, passer démocratiquement la main, a été empêchée de le faire, et qu'on est dans une période exceptionnelle, et cette exception-là, il va falloir refonder. Et ça, le bilan de la démocratie s'impose. Le bilan de la gestion des 30 années de la démocratie s'impose. Et ça se fait malheureusement avec un régime d'exception, une transition courte hier, mais on n'en a jamais connu de transition longue. Ça s'est fait avec des hommes et des femmes qui ont vécu ça sur le terrain autrement, sur le plan sécuritaire. Ils se retrouvent devant les affaires, ils ne vont pas malheureusement gérer comme les démocrates, ils ne vont pas malheureusement gérer comme des civils. Et ça, il faut compter avec cette vision, il faut compter avec cette réflexion, au lieu de faire table rase du passé et d'écarter ça de main de revers avec la force. Mais de là exclu complètement du champ politique. Les partis politiques, vous pouvez comprendre que ça puisse heurter. Ça peut ne pas être accepté, ça peut ne pas être compris. Ça peut même être contesté, mais contesté légalement, contesté autour de la table, contesté avec le débat, avec le dialogue, contesté non pas par sa simple vision. Autant les régimes, ceux qui défendent la démocratie aujourd'hui sont dans une quête irréversible. On n'a connu qu'une seule révolution, celle de mars 91. Mon ami Abdoulaye Baye en est témoin vivant de cette révolution de mars 91. Mais ça ne sert à rien chaque 10 ans, chaque 5 ans de réinventer une nouvelle révolution. Il n'y en a qu'une seule, celle de mars 91. Elle est unique. Alors là, si on fait le bilan de la gestion de ces 30 ans de démocratie, et si ce bilan n'est pas fait avec ceux qui ont géré ce pays pendant des années, il va falloir de soi qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord, qui soient critiques, très critiques et même sévères contre ce régime-là. Mais il faut le défendre. Il faut le défendre en argumentant, il faut le défendre en étant présent, il faut le défendre en usant du verbe, en usant du dialogue et non de l'exclusion, de l'exception ou du discours. Autant la transition ne doit pas se fermer dans cela et être inclusive, autant c'est ceux qui défendent aujourd'hui le mouvement démocratique doivent également entendre une voix dissonante. Abdoulaye Ba, vous êtes membre de la société civile. Okay. Le débat vous interpelle aussi. On est en train de parler du Mali, votre bien commun à vous tous. À plus d'un titre, ça m'interpelle. Moi, je pense que dès le départ, cette transition a été faussée par du mensonge, par des faux calculs. J'ai dit ça, je m'explique. Parce que, à mon avis, on parle toujours de régime d'exception. Pour moi, l'exception aurait voulu qu'au lendemain d'août
du 20 août ou du 18 août 2020 qu'ils suspendent déjà la constitution existante. En ce moment, on n'aurait pas parlé de partis politiques ni rien. Donc, en ce moment, la refondation tant souhaitée pouvait bien démarrer. Mais du moment où ils ont laissé la constitution du 25 février 1992 et les partis politiques qui sont cités en son article 6, si je ne m'abuse, voilà. Donc après, ils ont, en 2023, au mois de juillet 2023, ils ont fait voter une nouvelle constitution. Par référendum. Par référendum. Et les mêmes principes de multipartisme, le rôle fondamental des partis politiques, est dans cette constitution, en son article, je pense, 4 ou quelque chose. 185. 185. Donc du coup, on vient du jour au lendemain, en un claquement de doigts, dissoudre les partis politiques. C'est comme si la crise malienne, là, elle avait commencé aujourd'hui. Alors qu'il fut un temps, et moi je me rappelle bien, l'APSM dont je suis le secrétaire général, on a été créé parce que les 2 tiers du pays ont été envahis par les narcos djihadistes en 2012. Donc on a décidé de créer cette association pour défendre justement la souveraineté nationale. Et Tchambel en est témoin parce qu'on a organisé pas mal de forums ici. Bon, parlant des assises de la refondation, nous savons tous qu'au Mali, c'est des kermesses entre copains. Que 80 partis politiques ont boycotté, ça aussi, il faut le dire. Mais seulement. Il faut le dire. Oui, 80 partis politiques ont boycotté à l'époque avec juste raison aussi. Parce que c'était... Si vous boycottez je m'explique. Je m'explique. Bon, alors, allez, expliquez-vous. Je m'explique. Les délégués à ces assises-là, nous savons comment est-ce qu'ils ont été choisis. C'est les préfets qui choisissent les affidés. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter que vous avez totalement raison. Parce que la vraie question qui se pose est celle de savoir pourquoi les 180 partis politiques ont décidé de boycotter la rencontre. Parce que les conclusions étaient connues d'avance. On savait ce qui allait être décidé. C'était pertinent. Ce boycott était justifié. Parlez dans le micro. Pardon. Le boycott était justifié. Les raisons sont là. Les conclusions étaient connues à l'avance. Donc pourquoi participer à une rencontre dont les conclusions sont connues à l'avance? Les partis politiques avaient totalement raison de boycotter cette rencontre. Juste un petit rappel. Au lendemain du coup d'État, quand il y a eu les concertations qui ont décidé de la durée de la transition. Je me rappelle très très bien. Il y a le pouvoir a renversé. Les partisans de l'ancien régime, de fait IBK, dont mon ami Tchambel se réclame l'héritage et tout ça, avec juste raison aussi. L'héritage d'IBK, l'héritage du Mali. IBK, c'était le Mali. Ouais, bon. Et n'empêche, chacun a sa lecture de sa gestion du pouvoir également. Parce qu'il fait partie du jeu démocratique aussi. Donc du coup, quand les militaires ont prononcé 18 mois de durée de la transition, c'est les anciens partisans d'IBK qui ont dit non, 18 mois c'est peu, il faut aller sur 24 mois. Mais seulement les militaires ont exigé d'aller avec 18 mois. Ça, c'est les premières assises. Et nous savons aussi qu'il y a des voix très, très importantes qui sont sorties de ces assises-là pour dire nous avons passé 3 jours à travailler sur des documents, mais les conclusions qu'on a lues devant nous n'étaient pas celles travaillées par nous. Absolument. Donc, ça, c'est déjà une conclusion. Donc, le jeu était bien dès le départ. Dès le départ. Donc, il faut faire cette lecture de la situation pour mieux comprendre. Nous, au niveau de la PSM, on s'est mis en sourdine pendant au moins 3 ou 4 ans. On dit, bon, on les laisse le bénéfice du doute, on les observe. Mais on ne peut pas venir du jour au lendemain jouer sur le mois collectif pour dissoudre les partis politiques. Parce que tout simplement, le prince du jour veut avoir 5 ans supplémentaires. Je m'explique. Parce qu'ils ont profité de quoi? Ils ont profité de l'abattage du drone. En Algérie. Par l'Algérie. Et quand le peuple est sorti pour protester contre l'Algérie, c'est là où tout est sorti. Vous pensez qu'ils ont fait de la récupération? Ils ont fait de la récupération. C'est là où les affidés, les laudataires, comme j'aime les appeler, sont sortis pour réclamer 5 ans supplémentaires à Assimi. La dissolution des partis politiques n'est autre chose que donner 5 ans supplémentaires à Assimi sans élection. Professeur David Assiba Johnson. Attendez, vous avez fait une rétrospective stratégique, effectivement, à bon escient, pour regarder les erreurs, qui étaient des erreurs manifestes de ces militaires. Les militaires n'étaient pas des hommes politiques. Ils sont là, en fait, ils étaient affectés par la situation qui était le problème de la sécurité de l'État.
Et ça, il ne faut pas le négliger, n'est-ce pas? Moi, je voudrais bien qu'on dise, on va parler de la démocratie, alors qu'on a un État qui est complètement inexistant, avec des problèmes de sécurité qui se présentent, etc. Il fallait résoudre ce problème-là immédiatement. Et on pouvait mettre en sourdine ces notions de parti, n'est-ce pas? Bon, par ailleurs aussi, il ne faut pas considérer que les militaires au passage ne sont pas doués de raison. Ce que le Gabonais a fait, Assimi Goïta était capable de pouvoir le faire. C'est-à-dire, en fait, dire nous allons aux élections et, en fait, se retrouver majoritaire, etc. Non, le problème n'est pas là. Le problème fondamental, c'est d'abord... Non, Goïta ne pouvait pas faire comme le Gabonais l'a fait. Parce qu'il y a des dispositions, oui, et dans la charte de la transition, et dans la constitution malienne. Non, vous n'avez pas entendu. Je n'ai pas dit qu'il devrait faire. Il aurait pu l'envisager. Ouais. Il aurait pu l'envisager s'il désirait peut-être conserver le pouvoir, n'est-ce pas? Mais je crois que ce qui est important, ne perdons pas de vue. Moi, en tant qu'Africain et en tant que stratège, je considère que le problème fondamental du Mali est l'unité territoriale, la sécurité et le maintien de la souveraineté. Si les gens désirent faire de la politique, nous aurons l'occasion de pouvoir faire de la politique. Et d'ailleurs, je vais citer quelque chose qui me paraît fondamental. Le professeur Cheikh Anta Diop disait la chose suivante: les hommes politiques ou les postes politiques doivent être transformés, n'est-ce pas, en des postes techniques. Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir que ces hommes politiques, que font-ils? Pour l'instant, c'est le problème prioritaire, c'est le problème de la sécurité et la sécurité du territoire et le maintien de la souveraineté. Alors, professeur, si je peux, oui, oui. Professeur, moi j'aimerais vous dire que la situation sécuritaire ne justifie nullement la violation de la Constitution malienne. On peut sécuriser les territoires, on peut préserver la souveraineté nationale tout en respectant la Constitution. Ce ne sont pas des notions antinomiques, professeur. La crédibilité du Mali dépend aussi du respect des textes maliens par des autorités maliennes. On ne peut pas dire du jour au lendemain, on fait fi de nos textes pour préserver notre souveraineté. Ça n'a pas de sens, professeur. Non, je suis sincèrement désolé, ça n'a pas de sens. C'est la Constitution malienne elle-même qui prévoit l'existence des partis politiques, le multipartisme. Je vous renvoie à l'article 185 de la Constitution du Mali. Qui dit quoi? Qui dit clairement que le multipartisme, le nombre de mandats du président de la République, la laïcité ne peuvent pas faire l'objet de révision constitutionnelle. Ce qui veut dire clairement que le caractère existentiel de partis politiques a un fondement constitutionnel. Et ce que les gens oublient sur le caractère illégal de la loi de dissolution et ensuite les décrets présidentiels, c'est que la Constitution malienne protège le multipartisme même contre la révision constitutionnelle. Oui. Et quelque chose qui est protégé contre la révision constitutionnelle ne peut pas faire l'objet d'un décret présidentiel. Voyez-vous la logique? Ce n'est pas cohérent. Bon, c'est illégal. Et moi, je suis juriste. Dans le micro, moi, je suis juriste. J'ai une analyse juridique de la situation. Vos considérations panafricanistes et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis juriste et je pense que la crédibilité du Mali dépend aussi du respect des textes maliens. Non, mais, tout à fait. Mais c'est d'abord un problème de hiérarchisation des priorités. Alors, dans la hiérarchisation des priorités, je crois que le camarade disait à l'instant qu'il a parlé de la nécessité de faire le bilan de 30 ans de démocratie. Ça, on ne l'a pas fait aussi. Alors, supposons, raisonnons par l'absurde, permettons aujourd'hui qu'on revienne sur cette décision qui a été prise. Qu'est-ce qui va se produire? Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour qu'il puisse répondre à cette question. À tout de suite. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali où le président, le général Assimi Goïta, vient de dissoudre tous les partis politiques et toutes les associations politiques. Pour professeur David Assiba Johnson, vous posiez dans la première partie de notre émission
vous interrogiez sur le rôle positif des partis politiques actuellement, dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. Mais M. Calais va vous répondre. Alors, si on avait laissé les partis politiques en place, on aurait eu un pluralisme des propositions. Vous voyez, on ne peut pas être le seul à tout décider pour une nation. Rien n'est dit au jour d'aujourd'hui que les militaires ont raison, que leur vision est la bonne pour le Mali. Il faut donner la possibilité aux partis politiques de faire des propositions. Et c'est l'une des missions fondamentales. Ils disent on peut participer à la construction du Mali sans le biais des partis politiques. Tout à fait. Mais c'est ce que dit le pouvoir actuel. Oui, il dit on veut une refondation inclusive, on veut reconfigurer le champ politique malien, on veut une co-construction, mais sans le biais des partis politiques. Mais justement, à partir du moment où on dit co-construction, on ne peut pas faire fi des partis politiques. On ne peut plus écarter les partis politiques. Les partis politiques doivent participer à la reconstruction, à la refondation du Mali. C'est l'une de leurs missions principales. Ils ont cette mission en eux. C'est l'essence même des partis politiques. Participer au débat démocratique, faire des propositions, c'est nécessaire pour le Mali. Aujourd'hui, rien ne prouve que les décisions prises par les militaires sont les bonnes pour le Mali. Voyez, vous savez, professeur, c'est pas à vous que je vais apprendre que de la discussion jaillit la lumière. On est d'accord. Il faut nécessairement. Mais c'est plus un philosophe qui a dit ça qu'un juriste. Tiens, Belle. Oui, professeur, vous allez répondre. On va donner. Non, je voudrais poser. Je voudrais nourrir la discussion avec 3 éléments importants. Ça peut permettre de comprendre. Il y a trois points de friction. Premièrement, ce n'est pas la première fois que des militaires dirigent le Mali. Moussa Traoré était militaire. C'était un régime. ATT était militaire. C'est une transition. On a même connu la parenthèse Sanogo. Oui. Donc l'expérience des militaires, votre pays l'a déjà faite, l'expérience des militaires. Ça ne peut plus être présenté aujourd'hui comme la panacée qui crée un avenir particulier pour le Mali. C'est leur raisonnement. Mais les 3 éléments que j'évoque doivent être combinés pour comprendre ce dont nous sommes en train de parler. La durée de la transition. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand les partis politiques seront dissous. Et monsieur Ba vient de nous indiquer que c'est la récupération politique des manifestations de soutien au Mali contre l'Algérie qui a suscité le maintien au pouvoir. Mais j'en sais rien, mais c'est lui qui le dit, il est malien. Donc, vous avez la question de la gestion par les militaires qui n'est pas une question nouvelle. On a la question de la durée de la transition qui n'est pas fixe maintenant. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et puis, 3e élément, la question des élections. On a fait un référendum. Si on a fait un référendum, on peut aussi faire une présidentielle. Absolument. Donc, moi, j'en sais rien. Mais ces 3 éléments nourrissent la réflexion et la discussion pour comprendre la méfiance de vos compatriotes en face. C'est tout le sens de la divergence aujourd'hui au sein de l'écosystème politico-civilo-militaire du Mali. C'est vrai que ce n'est pas une première fois et les militaires sont autant aussi comptables de ce bilan de la gestion démocratique que les civils. C'est vrai. Mais malheureusement, nous sommes sous une phase encore exceptionnelle d'une transition longue. C'est la première fois que le Mali connaît une transition longue. C'est la première fois que le Mali connaît une transition en période de crise et de guerre interne et qui s'étend. C'est une première. C'est la première fois que le Mali inscrit sous une transition son destin dans une alliance des États du Sahel. Et ça, c'est nouveau, tout nouveau. Et ça change la donne. Si le Mali lit son destin au Burkina Faso, lit son destin au Niger et essaie de s'inventer une nouvelle Afrique dans une situation de crise, dans un monde post-Covid et un monde conflictuel où toute la communauté internationale est intervenue pendant 9 ans au Mali sans résultat, sans pouvoir libérer Kidal, sans pacifier le pays, sans pouvoir permettre au Mali d'élire un nouveau président démocratique et que cette communauté internationale ait réparti, laisser le Mali à son sort avec ses pays, ses voisins, il est de bon sens que tous les Maliens se mettent ensemble. Il est de bon sens qu'ils soient civils ou militaires, que l'État soit dirigé par qui que ce soit,
que les Maliens se mettent ensemble pour passer ce cap-là, pour sortir de cette instance-là. Ensuite, envisager. Surtout qu'on parle de refondation. On parle de refondation, mais d'accord, les partis politiques sont libres de ne pas être d'accord avec cette refondation, avec les zonières sous l'angle, la vision de la transition. Mais ça fait l'objet d'un débat. Il faut venir dire cette contradiction, venir soutenir cette contradiction, venir alimenter le débat politique par rapport à cette contradiction et non se mettre au banc et à l'antithèse ou à attaquer l'État par ça. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà toute la divergence. Et voilà là où on ne peut pas se comprendre. On ne converge pas dans le même sens. Il y a de la pertinence dans ce qu'il dit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il a une analyse incrédule de la situation. Une analyse incrédule. Je m'explique. Il dit qu'il faut faire le bilan de la gestion démocratique, le bilan des 30 dernières années de la démocratie. Tout à fait. Pourquoi les démocrates n'ont pas tout réussi ? Parce qu'ils ont aussi été interrompus par des militaires. Je pense au coup d'État bête et idiot de Amadou Aya Sanogo en 2012. À la suite de ce coup d'État, nous avons perdu en 3 jours 3 régions du Mali. Est-ce que c'est la faute des politiques? Non, c'est la faute des militaires. Amadou Aya Sanogo était militaire. Maintenant, il explique aussi que la communauté internationale a abandonné le Mali à son sort. Mais ce n'est pas vrai. La communauté internationale a été chassée par le Mali, par les militaires, par des gens qui ont fait le coup d'État. Parce qu'on a estimé, effectivement, que les résultats escomptés n'étaient pas là. Certes, la communauté internationale n'a pas été efficace sur la question sécuritaire, sur la lutte contre le terrorisme. On est unanime sur cette question. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'armée malienne, le régime d'Assimi Goïta... Vous pensez qu'il n'y a pas d'amélioration? Enfin, ça dépend de l'angle sur lequel on se place. Sur la question sécuritaire, il y a eu des efforts. Des efforts ont été consentis sur la question sécuritaire. Des résultats ont été enregistrés, notamment la prise de Kidal. Mais les attaques sont là encore et qui ne sont pas que sporadiques, qui sont d'ailleurs récurrentes, perpétuelles, je dirais même continuelles. Voyez-vous, aujourd'hui, je peux dire en toute objectivité que si les séparatistes ont été vaincus, les terroristes résistent encore. C'est une longue lutte. C'est une longue lutte. Mais on peut comprendre quand même. Alors, il y a 2 éléments importants dans ce qu'a dit Etienne Bell, mon confrère Etienne Bell et Gimbara. On dit attends nouveau, idéaux nouveau. Je veux dire, le contexte est différent quand même. Le contexte est différent, je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est que même si le contexte est différent, est-ce que la méthode déployée par cette transition est justifiée? C'est toute la question. Moi, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'était de confier simplement le pouvoir aux hommes politiques qui, par définition, doivent gérer le pays. Mais là, vous êtes dans la contradiction. Non, pas du tout. Je m'explique. Pourquoi on doit donner le pouvoir aux hommes politiques? Parce que c'est l'une de leurs missions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Mali? Des militaires se partagent le pouvoir. Assimi Goïta à la tête du Mali, général Amadou, enfin je ne connais même pas son nom, le Premier ministre actuel, Abdoulaye Maïga, à la primature, un autre général à la tête du CNT, des généraux sont partout. Des généraux sont partout. Monsieur Calais, j'ai expliqué, j'ai énuméré 3 points. D'accord. Tout à l'heure à vos compatriotes, enfin, à vos co-débatteurs pour nourrir le débat. Vous l'avez vu. Oui. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que pour que le Mali... si vous mettez là le Mali à un civil, il ne sait pas ce que c'est que la lutte militaire contre le terrorisme, un civil aurait pu libérer Kidal? Je vous explique pourquoi. Non, moi je demande juste, est-ce que civil au pouvoir à Bamako aurait pu libérer Kidal? Un civil... Est-ce qu'il comprend même la problématique sécuritaire? Un civil comprend beaucoup mieux la problématique sécuritaire qu'un militaire. Je dis n'importe quoi alors. Qu'un militaire, beaucoup mieux. Je m'explique. La mission du militaire... Vous savez, quand on regarde même la constitution du Mali, il est dit clairement que les militaires se mettent à la disposition des politiques. Oui. La mission des politiques, c'est de prendre des décisions. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Oui. La mission des politiques, c'est de prendre des décisions. Et les militaires sont censés exécuter ces décisions, notamment sur le plan sécuritaire. Dans une configuration démocratique, s'il vous plaît, c'est pas forcément unique. S'il vous plaît, non, soyez sérieux. Non, je vous explique. Je vous explique. Non, vous donnez votre point de vue, vous ne nous expliquez pas. Je vous donne mon point de vue parce que vous m'interrompez. Donc, du coup, vous me laissez aller au bout de mes idées. Finissez, professeur va répondre. Donc, du coup, moi, ce que je veux expliquer, c'est que ce n'est pas parce qu'on est civil qu'on ignore totalement des questions sécuritaires.
Moussa Mara, par exemple, qui a été Premier ministre du Mali pendant quelques mois, qui a sillonné tous les territoires maliens, disait publiquement qu'il connaît le Mali, qu'il maîtrise le Mali plus que les militaires. Donc pour vous, il n'y a aujourd'hui aucune espèce de différence, il n'y a aucun contexte particulier qui justifie qu'on priorise d'abord le maintien du Mali en tant qu'État. Non, il faut que ce n'est pas ce que j'ai dit. Le Mali continue d'exister pour que les civils gouvernent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que le Mali peut exister avec un civil à sa tête. Le Mali peut exister avec un civil à sa tête. Ce n'est pas parce qu'il y a un militaire à la tête qu'on préserve l'existence du Mali. Ça n'a absolument... Ça n'a rien à voir. Ça ne veut rien dire. Mais comme vous partagez le même point de vue que lui, je donne d'abord la parole au professeur et vous répondrez. Je crois qu'on a un problème. Le problème est fondamental. Vous êtes en train de discuter comme si on a fait même basse sur la démocratie au niveau du Mali. C'est pas ça le problème. Pour vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. Ah non, c'est pas le cas. C'est le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Mais quand les creusages de discussion. Non, faisons. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes stratégiques, il y a à analyser les acteurs qui sont sur la scène et le comportement des acteurs avec leurs préférences. Ça, c'est important. Les militaires ont accédé. Si on a fait le coup d'État, le deuxième coup d'État, parce qu'on avait coup d'État dans un coup d'État, parce que le militaire qui avait été retenu initialement s'était mis à la botte d'une nation. Voyez-vous ? Mais pas du tout. Bandago... Pas du tout. Pas du tout. Le lendemain... Laissons le professeur. Poursuivons. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut avoir de la hauteur pour regarder. Parce que je crois que si nous fermions le débat simplement au niveau du Mali, nous risquons de ne pas nous comprendre. Mais je vais faire appel au cas de la Corée du Sud pour vous expliquer de quoi il retourne. La Corée du Sud s'est retrouvée à peu près dans une situation analogue à celle du Mali, n'est-ce pas ? Un coup d'État a été fait, et ce coup d'État qui a été fait par un militaire, n'est-ce pas, a permis à la fois de résoudre des problèmes importants et de faire de la Corée du Sud une nation qui est développée. Alors, c'est important de dire que, vous dites des civils. Les civils sont là depuis plus de 60 ans. Qu'ont-ils fait ? Qu'ont-ils fait ? La plupart du temps, et si je voudrais étendre ma réflexion... 60 ans, peut-être pas. 30 ans, 60 ans. Oui, 30 ans, oui. 30 ans, 40 ans. Les résultats sont palpables. C'est de l'inefficacité, c'est des pillages au niveau de la caisse, c'est aucune vision stratégique et c'est même pas résoudre le problème qui est le problème de la pauvreté et de la création de l'emploi. Donc, pour l'instant, nous reconnaissons que les militaires n'ont pas toutes les compétences pour résoudre ce problème. Le problème numéro 1 des militaires est d'abord le problème de la sécurité. La sécurité du territoire et le problème de la souveraineté quant aux prises de décision stratégiques. C'est d'abord la hiérarchisation de ces priorités qui sont en train de traiter. Alors, si on dit qu'il doit avoir, et je vais chuter, un trouble fait au motif qu'il faut avoir de la démocratie, que sans démocratie on ne peut pas avancer, ou bien prendre une position selon laquelle on peut avoir des civils au pouvoir et continuer dans la dynamique. Il y avait eu des civils, ils n'ont pas été capables de faire ce que les militaires ont fait. Donc, le problème, je chute, c'est d'abord le problème et la priorité de retrouver l'unité territoriale, de trouver la sécurité au niveau, et on ne veut pas des troubles faits qui seraient à même de transformer la situation. Monsieur Ba, très rapidement avant que... Ok. Ce que je vais aborder, je pense que le professeur ne sera pas content. Parce que la démocratie, je pense que a été une belle chose pour le Mali. Je m'explique. Ces militaires-là sont en train, quand vous voyez tous les achats de matériel et tout ça, vous savez c'est sur quelle base? C'est sur la base de la loi de programmation militaire que fait El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta avait fait voter. Et cette loi-là qui les permet aujourd'hui... 1200 milliards de francs CFA, mais ça n'a jamais été détournés. Non, ça n'a jamais été... Une bonne partie a été détournée avec des hélicoptères défectueux. Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Surfacturation. Non, ça n'a jamais été prouvé. On va revenir là-dessus, Le dossier est au tribunal aujourd'hui. Hier jeudi, Mme Philippe Boiré, toutes mes pensées vont à elle, plus de 70 ans. Voilà. Elle n'est pas jugée, elle n'est pas condamnée, mais elle croupit en prison. Parce que le dossier semblerait être vide. Il y a fait Soumelou Boubé Maïga, donc, qui est malencontreusement mort
en prison, paix à son âme. Bon, je pense que tout est lié, mais ça n'a jamais été prouvé, les 1200 milliards. À l'époque, je faisais partie... Le budget que le détournement de 1200 milliards, ça n'a jamais été prouvé. Le dossier est au tribunal encore. Le dossier est au tribunal encore. Okay. Il n'y a jamais eu de détournement du budget. Okay. Pourquoi? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais ça n'a jamais été prouvé. Parce qu'à l'époque, je faisais partie des gens qui disaient « Ah, on nous a volé 1200 milliards ». Mais sans vraiment... C'était, on va dire, on colportait des choses. Et souvent, que certains opposants écrivaient. Donc, le peuple... Non, il faut corriger quelque chose. Ouais. C'est le budget global du financement de la loi programmatique militaire qui était de 1200 milliards. Ouais. On ne dit pas qu'on a détourné 1200 milliards, okay. Mais il y a eu beaucoup de... Écoutez, journaliste, j'étais à Bamako, j'ai discuté avec un général malien qui m'a dit... On a acheté de vieux hélicoptères qui sont totalement défectueux. On a juste badigeonné avec de nouvelles peintures. Et moi, j'ai dit, mes hommes ne rentrent pas dans... Le général me disait ça. Moi, j'ai dit, ça là, mes hommes ne vont pas voler avec ça. Parce que je sais que ce sont de vieux trucs qu'ils sont allés ramasser. Les hélicoptères ont été achetés en France. Ici et là, qu'ils ont réfectionné. Donc, du détournement a été réel dans ce dossier-là. Après, avant de répondre au professeur, j'aimerais quand même rectifier quelque chose. Allez-y. On parle de détournement de fonds, du budget alloué à la programmation militaire et autres. On dit qu'il y avait des hélicoptères et tout. Je suis totalement d'accord. Mais qui a effectué ces achats? Ce ne sont pas des civils. Ce sont des militaires qui étaient chargés d'aller acheter des équipements militaires. Donc, s'il y a eu des détournements, qui est responsable? Ce sont ces militaires qui sont partis faire ces achats. Ce ne sont pas des civils. Ce ne sont pas des hommes politiques qui font l'achat des équipements militaires. Donc, du coup, ça n'a absolument aucun sens. On n'a pas le droit d'accuser. Mais c'était sous le magistère d'un civil. C'était sous le magistère d'un civil. Je suis totalement d'accord. Mais les vrais responsables, ce sont ces militaires qui ont effectué ces achats et non les hommes politiques. Maintenant, je reviens... S'il vous plaît. Maintenant, je reviens au professeur parce qu'il a dit des choses graves. Erronées, des choses qui n'ont absolument pas de sens. Allez-y. Il a justifié le deuxième coup d'État par le fait que Bandao était à la solde d'une puissance étrangère. Mais le lendemain du deuxième coup d'État, Assimi Goïta lui-même a donné les raisons à la télévision nationale. Il a dit « Nous avons fait ce coup d'État parce que Bandao a pris la décision d'exclure certains de mes compagnons. Et en excluant ces compagnons, il y aura un bain de sang. » Donc du coup, ce n'était pas parce que... Laissez-moi finir. Il a dit, les Maliens sont là, ils peuvent témoigner, ils l'ont tous entendu à la télé. Donc la vraie raison de ce deuxième coup d'État, c'est le fait que certains acolytes, certains compagnons d'Assimi Goïta ont été exclus par Bandao. Je pense notamment au ministre de l'armement, comment il s'appelle, le général à la tête, Sadio Kamara. L'exclusion, la vraie raison du deuxième coup d'État, c'est l'exclusion de Sadio Kamara du gouvernement Bandao. Donc vous ne répondiez, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques secondes et vous aurez l'occasion. Je vais prendre juste une seconde pour le répondre. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas au courant de la... J'ai vu, on a tout vu à la télé, tout le monde a entendu. On marque une coup de pause. S'il vous plaît. On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve. C'était l'explication officiellement donnée par Assimi. S'il vous plaît, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. D'accord. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. Professeur David Assiba Johnson, vous vouliez répondre à Monsieur Calais. Oui. D'abord, je ne suis pas dans le gouvernement et j'aurai la courtoisie de ne pas dire que vous racontez n'importe quoi, comme vous venez de le dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Permettez-moi de il a pouvoir interprété ça comme ça. Oui, c'est votre interprétation. Si vous êtes vexé, je m'en excuse. Il faut une certaine forme d'élégance. On peut avoir des avis tout à fait divergents. On est d'accord. D'accord. Je crois que c'est la moindre des choses. Je m'en excuse. Alors, l'idée que j'avais avancée, c'était même pas une idée, elle ne venait pas de moi, mais on dit essentiellement, c'est des bruits qui avaient couru, selon lequel, en fait, quand Bandao est revenu, après sa visite au niveau de la France avec Macron,
il avait été décidé que, en fait, il avait exposé le plan d'approvisionnement du matériel militaire au niveau de la Russie. Ça avait été avancé, c'est des bruits qui avaient été, etc. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que c'était une affaire d'État? En quoi le gouvernement français pouvait être au courant du fait qu'on voulait avoir des nouveaux partenaires? Effectivement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça jouait, ça aussi, cette information. C'est ce que je voulais dire comme information. Mais je crois que, revenons essentiellement sur le problème qui concerne le Mali, c'est une expérience nouvelle dans laquelle s'inscrit le Mali et les États de l'Alliance des États du Sahel, c'est essentiellement le problème de la reconquête de la dignité du nègre. Ça, il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas à d'autres de nous dire ce que nous devons faire, et toutes les expressions qui ont été utilisées, c'est-à-dire on décide pour nous. On décide pour nous. Eh ben, les militaires ont décidé à un certain moment qu'ils sont à même de pouvoir décider. Et ça, c'est la moindre des choses. Je ne pourrais que soutenir cela. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire appel à qui que ce soit. Regardez même ce qui s'est passé. Je vous donne un petit exemple. Le cas, effectivement, du Bénin. Le Bénin décide d'acheter du matériel. On dit, on ne peut pas lui vendre du matériel parce que vous n'avez pas une direction générale à l'armement. Qui s'occupe de cette question? Non, c'est la vérité. Donc, soyons sérieux. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire du Mali, c'est d'abord un problème beaucoup plus sérieux qu'on a tendance à oublier. Et je vous tiens à vous rappeler la chose suivante. Lorsque le général Lecointre dit que nous allons revenir pour reconquérir, pour recoloniser, il est dit de façon assez claire. Donc nous sommes menacés. C'est le problème de la survie du continent africain. C'est une question existentielle. C'est une question existentielle. Et cette question existentielle, ce n'est pas des politiques, et ça va au-delà de politique. C'est un problème de stratégie. Et en fait, en réalité, si vous voulez jouer le jeu correctement, ces partis politiques, qui fassent leur contribution par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés. N'est-ce pas? Alors là, on pense que le pouvoir doit être aux civils. Et si les civils ne sont pas au pouvoir, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'efficience. Mais nous sommes en situation de guerre. En situation de guerre, il y a des décisions à prendre qui sont les problèmes de la survie. Au risque de me répéter, je vais quand même redire ce que j'ai déjà dit. Oui. Voyez-vous, quand on observe de près l'histoire politique du Mali, on s'aperçoit que ce sont ces mêmes militaires qui ont fait plus de mal à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Moi, je propose qu'on comprenne bien ce que dit le professeur. Le professeur inscrit le jeu politique malien aujourd'hui dans une perspective plus globale de lutte contre les ennemis extérieurs, mais justement, contre l'impérialisme. Justement. Et donc, il pense que s'approprier les leviers de sa souveraineté, de son intégrité et de sa dignité passe par certains sacrifices. Attendez, s'il vous plaît. Le problème, je comprends très bien ce que le professeur dit et je suis partiellement d'accord avec lui. Mais le point de divergence consiste à dire que l'appropriation de sa souveraineté, la préservation de l'intégrité du territoire ne passe pas nécessairement par des militaires. On est d'accord. Des hommes politiques peuvent le faire. C'est ce que moi j'ai dit. Ce qui nourrit cette forme de tension quelque part, il faut aussi comprendre de façon objective, c'est le manque de solutions alternatives. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à quelque chose, quand vous êtes dans une maison, le père de famille, la famille est habituée à une vie donnée. Quand vous venez dire, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça, mais il faut une proposition alternative. Ce que vous ne proposez rien. Parce que là, quand deux chefs de parti vont se passer, même des coups de fil, la moindre petite réunion, le moindre petit regroupement tombe sous le coup de la loi, vous êtes appréhendé. Tout à fait. Vous êtes appréhendé parce que vous n'êtes plus censé exister. Donc c'est ce manque de solutions alternatives qui fait que tout le monde est désemparé. Non, j'entends bien, mais il faut revenir au fond. Le fond est que on est censé aujourd'hui faire le bilan de cette gestion démocratique. Ce n'est loin d'être un problème civilo-militaire, militaire ou civilo-militaire. C'est une question de perspective et d'engagement, d'objectivité du Mali. Le Mali a fait un choix
un choix dans une période de transition, de se lier avec le Niger, le Burkina Faso pour l'AES. Et cette vision nécessite une harmonisation. Elle est le cas au Niger, au Burkina et ailleurs. On ne peut pas juger également de l'efficacité de la réussite d'un engagement, d'un volontariat, tant qu'on n'est pas à l'épreuve. On en a connu des transitions courtes de 11-12 mois, telles que le dit la Constitution. Le coup d'État est un crime imprescriptible, ça n'a pas empêché de faire 3 coups d'État sur l'ère démocratique. Mais justement, moi je pense... Et ça, on en revient. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps au Mali et aux Maliens de se parler en toute franchise, de se mettre autour d'une table, de faire cette refondation, de refonder notre pays, non pas sous l'honneur d'un seul homme, d'une seule vision, de se dire, il est temps de se parler civil, militaire, tout corps confondu, qu'on s'asseye, qu'on se dise, on est dans une situation, dans cette impasse, dans la guerre, la lutte contre le terrorisme depuis 2012. La communauté internationale est venue en nos cheveux, elle n'a pas résolu le problème. Nous sommes entre nous laissés. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur cette voie. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ensemble en tant que Maliens d'abord pour sauver la case du Mali, ensuite prétendre élargir aux autres pays et avancer. C'est toute la problématique. Monsieur Kalé, oui. Il y a un point important qu'il faut qu'on prenne en compte pour que le débat soit complet, que l'analyse soit complète. Dans bien de pays, les civils ont échoué. Ils ont même fait pire, ils font même pire que les militaires. On dit le nombre de mandats, c'est 2, limité à 2. Il fait 2, il modifie la Constitution, il fait 3. Il cherche à faire un 4e. Certains trouvent même des subterfuges pour changer la nature même du régime, pour créer une nouvelle forme de régime, pour remettre le compteur à 0. Au fond, finalement, l'idéal démocratique n'est plus l'apanage des civils non plus. N'est pas l'apanage des civils non plus. Oui, tout à fait. Il faut le dire aussi. Ça. Tout à fait, il faut le dire. Mais moi, je pars du principe qu'une violation de la loi constitutionnelle en Côte d'Ivoire, je sais que vous faites référence à la Côte d'Ivoire. Ah non, moi je n'ai pas. D'accord, donc du coup, une violation de la loi constitutionnelle ailleurs n'en justifie pas au Mali. Ce n'est pas parce que ça s'est mal passé en Côte d'Ivoire qu'il faut nécessairement que ça se passe au Mali. Non, pourquoi vous posez le paradigme civil et militaire? Justement, j'en reviens. Ouais. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays, on a violé la Constitution, on a tenté de se maintenir au pouvoir, qu'il faut nécessairement violer la Constitution au Mali et conférer les pouvoirs à des gens on est d'accord, on est absolument totalement d'accord. Pas la légitimité. On est totalement d'accord. Paradigme militaire-civil, enfin la comparaison militaire-civil, moi je pars du principe que de toute façon, les gestions démocratiques, la gestion du Mali par les civils ont été plus bénéfiques pour le Mali que la gestion des militaires. Je m'explique. Moi, je ne sais pas. C'est à vous. Je m'explique. Oui. Je m'explique. En tout cas, pour essayer de démonter leur argumentaire, ils pensent que les militaires... Non, pas d'argumentaire. Moi, je fais le bien. Non, je parle de... ils disent... Non, je suis totalement d'accord avec vous. Ils disent que la gestion des militaires permet de préserver l'unité territoriale du Mali. Mais quand on observe de près l'accord de Tamarasek, vous l'avez entendu parler, qui prévoit la démilitarisation des grandes régions du Nord. Et cet accord a été signé sous le règne des militaires, Moussa Traoré. Et quand on veut préserver la souveraineté, l'unité territoriale, est-ce qu'on accepte de démilitariser ces grandes régions du Nord? Non. Donc c'était un coup de pied à l'unité territoriale du Mali et à la souveraineté du Mali. Mais aussi, j'avance. Il y a un dernier argument. Il y a un dernier argument. Amadou Aya Sanogo, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a fait son coup d'État en 2012, en 3 jours, nous avons perdu 3 grandes régions. Vous l'avez dit. Est-ce que cela profite? Est-ce que cela favorise le Mali? Le Mali. Non, on porte atteinte à la souveraineté et à l'unité territoriale. Ce sont ces militaires qui ont porté atteinte à la souveraineté et à l'unité territoriale du Mali. Et ce 21 mai, pour avancer, il nous reste malheureusement 2 minutes. Ce 21 mai, des chefs de partis politiques ont saisi la justice pour contester et protester contre ce décret présidentiel qui dissout le parti. Ça a des chances de prospérer? Ça a des chances de prospérer. Après, il y a quand même une question de crédibilité de la justice malienne. Oui. Voyez, parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'existence des partis politiques, le multipartisme au Mali, a une source constitutionnelle.
Par conséquent, un décret présidentiel ne devrait pas pouvoir dissoudre les partis politiques. Mais la vraie question qui se pose, c'est que aujourd'hui, moi je crains que certains magistrats soient à la solde des militaires. Je le dis parce que j'ai des raisons. Vous savez, à la Cour Mais suprême, la réciproque est vraie aussi. à la Cour suprême, il y a 3 membres qui devraient partir à la retraite, je crois en 2022, qui avaient atteint l'âge de la retraite. Mais on a adopté une loi spéciale, qui n'est pas impersonnelle d'ailleurs, pour proroger les départs à la retraite de ces gens. Et si je pense que ce sont ces mêmes gens qui vont se prononcer sur la requête des partis politiques... La Cour constitutionnelle cette fois-ci. Non, oui, attendez, je vais venir, parce que... Enfin, Elle peut bien se déclarer incompétente, c'est possible. Tout à fait. En fait, c'est possible, hein? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais le vrai problème, c'est que moi, je pars du principe que ceux qui sont là actuellement se sentent redevables vis-à-vis des autorités de la transition. Par conséquent, la décision risque de ne pas être impartiale. Et votre dernier mot, Mon dernier mot, c'est que bon, on a raté pas mal de poches, comme Jamel parlait du fait qu'on doit tous s'asseoir et puis parler. Il y a eu le dialogue national intermalien tout récemment. Au même moment, des responsables politiques majeurs étaient en prison. C'est vrai. Au même moment, ceux qui ont les fusils ont été écartés de ces dialogues. Parce qu'ils ont violé la suspension des activités politiques. Non, ils n'ont pas violé. Ils ont été relâchés. Ils étaient dans un domicile de quelqu'un d'entre eux. Donc, le décret de subvention des activités ne disait pas qu'il ne fallait pas se retrouver dans une concession. Donc, la preuve, ils ont été libérés. Donc, par la suite. Donc, c'était une occasion pour que les Maliens se regardent face à face, et puis parler, et puis d'une seule et même voix, pour défendre les Mali. Donc, au même moment, des responsables de la société civile sont encagoulés, sont enlevés en pleine rue, d'autres sont en prison. Donc, du coup, c'est pendant cette transition qu'on a vu des gens fabriqués, disons traités d'apatrides, des sortes de Maliens fabriqués. D'un côté, les patriotes, d'autre côté, les apatrides. Donc, tout ça, ça ne favorise pas l'union sacrée autour des problèmes essentiels du Mali. Donc, il va falloir que les autorités revoient tout ça, et s'ils veulent vraiment qu'on aille concrètement vers l'union sacrée. De l'autre côté, ce n'est pas par manque de propositions, parce que j'ai suivi le débat, mais avec un certain retrait de la scène politique malienne depuis 4 ans bientôt. C'est maintenant que je me réveille parce que mon histoire personnelle est liée à mars 91. Donc je ne peux pas laisser passer cette dissolution des partis. Donc, il y a le groupement politique EMK, Espoir Mali Kouroua, qui a fait rédiger à peu près 46 ou une centaine de propositions pour la sortie de crise du Mali et adressé aux autorités. Avec la proposition, je pourrais vous les faire envoyer. Nous l'envoyer. Vraiment instructif. Donc, il y a un besoin d'écoute évident que vous pouvez voir. Quelques secondes de votre dernier mot, puis rapidement, l'aîné viendra. Je crois au génie malien et je pense qu'on sortira de cette crise par l'union sacrée des Maliens autour du Mali. Je ne cessais de le clamer, le Mali est notre destin commun. Le dialogue est la meilleure porte de sortie. Et j'ose espérer que les Maliens se retrouveront autour du Mali pour le Mali. Merci Tiambé. Non, je crois que l'essentiel a été dit. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que l'expérience réussisse. Et je crois que ce qui a été fait au niveau du Mali, c'est important parce que la CEDEAO lui a presque coupé les vivres. On était dans des situations très difficiles au niveau du Mali. Les peuples maliens a su faire de la résistance pour justement répondre à cette robustesse qui voulait l'amener dans le trou. Il est important aujourd'hui que les Maliens puissent discuter, mais en fait, c'est d'abord le problème de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme et le maintien de la souveraineté. Merci, professeur. Voilà. Si les décideurs maliens ont l'occasion de suivre cette émission, qu'ils comprennent qu'il y a un besoin d'écoute, un besoin de discussion, un besoin de dialogue, que tous les Maliens veulent contribuer à la refondation du Mali et à l'édification du Mali nouveau, dont vous rêvez. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.